Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé en collaboration avec l'École des Ponts ParisTech et ENGIE, plus particulièrement ENGIE France Renouvelable. Donc, mon nom est Karen Perronin, je suis la responsable des masters spécialisés à l'École des Ponts ParisTech. Et sur cette heure de conférence consacrée aux enjeux et défis de demain sur les métiers de l'énergie et de l'ingénierie, nous allons avoir 3 conférenciers que je vous présente brièvement tout de suite. Donc, Céline Roparts, qui est la directrice transformation, communication et RSE d'ENGIE. Céline, bienvenue. Bernard Laurent, qui est le directeur exploitation et maintenance d'ENGIE Green. Bernard, bienvenue. Et Louis-François Duré, qui est le directeur du master spécialisé Management of Energy Projects à l'École des Ponts ParisTech. Oui, François, merci d'être présent. Nous avons également Géraldine Tripitelli, qui est notre responsable marketing et qui aujourd'hui est derrière l'écran pour gérer toutes vos questions dans le chat. Donc, je laisse la parole dès maintenant à Céline sur les défis des énergies renouvelables. Merci. Merci Karen. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble aujourd'hui pour effectivement commencer par parler du rôle des énergies renouvelables dans la transition énergétique. Alors, vous le savez, le GIEC, au travers de ses rapports, nous alerte fréquemment sur la nécessité de réduire nos émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique et éviter les événements climatiques extrêmes qui en découlent. Vous le voyez, on a mis quelques graphes pour illustrer ce propos. Il y en a un, le premier en haut à gauche, qui présente l'évolution de notre concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc qui augmente très vite, donc il faut aller rapidement. Alors, pour limiter effectivement ces émissions de CO2, il est absolument impératif de décarboner notre production électrique. Aujourd'hui, 41% des émissions de CO2 mondiales proviennent de la production d'électricité. Et si on veut aussi décarboner nos usages, notamment dans les transports, dans l'industrie, il va falloir qu'on électrifie beaucoup ces secteurs et donc ça va augmenter notre production d'électricité. Donc, il est impératif de produire de l'électricité bas carbone. Vous le voyez, si on analyse le cycle de vie en bas à droite de la production d'électricité, eh bien, forcément, on est beaucoup moins carboné quand on produit avec de l'éolien, du PV, du photovoltaïque, qu'avec des énergies fossiles. Et en plus, aujourd'hui, la production d'énergie renouvelable, de l'éolien et du solaire est compétitive. Donc, on n'aurait aucune raison de s'en passer et c'est vraiment un vecteur favorable pour accompagner cette transition énergétique. On a un autre enjeu important avec la transition énergétique, c'est d'assurer notre indépendance énergétique et d'améliorer notre résilience. Sur ce graphique, on voit au niveau monde quelle est notre dépendance aux énergies fossiles. Et on le voit aujourd'hui avec un contexte géopolitique qui est tragique et qui met en lumière une fois de plus notre addiction à ces énergies fossiles pour tous nos usages. Et donc, il est impératif de pouvoir produire localement. C'est aussi un enjeu important pour nous tous. Alors, la France est un petit peu à part parce qu'on a un mix électrique qui est déjà assez décarboné avec le parc nucléaire. Néanmoins, il est absolument indispensable de travailler notre mix avec d'autres énergies parce que on le voit aujourd'hui, si jamais nous n'étions pas connectés au réseau européen, notre sécurité d'approvisionnement serait en jeu puisque notre parc nucléaire est à des taux d'indisponibilité qui sont assez forts en ce moment en raison d'opérations de maintenance, de retard pris pendant la pandémie Covid et autres. Et donc, c'est absolument essentiel de diversifier nos approvisionnements d'électricité bas carbone. Si je zoome donc encore un petit peu plus sur le contexte français,
Ce graphique permet de visualiser ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, à savoir que notre augmentation d'électricité allait fortement augmenter. En 2019, on avait une consommation électrique annuelle d'à peu près 473 TWh et elle est estimée à 650 TWh en 2050. Donc, c'est une croissance importante. On a, comme je vous le disais, une production d'énergie qui est à 70% d'origine nucléaire aujourd'hui. Seulement, alors, une fois que je dis ça, vous allez peut-être me objecter, mais pourquoi du coup faut-il accélérer à ce point-là le développement d'énergies renouvelables? Eh bien, pour deux raisons. Donc, la première étant l'augmentation de notre consommation. Et puis, la deuxième, c'est comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure avec ces problématiques de maintenance, c'est qu'on a un parc qui est aujourd'hui, qu'il faut renouveler, aussi bien dans le nucléaire, puisque EDF aujourd'hui nous indique qu'ils pourront augmenter leur production, ils peuvent se projeter sur une production d'énergie nucléaire en 2050 de 50 gigawattheures maximum, ce qui représentera à peu près 50% de notre consommation. Donc, le scénario tout nucléaire en France n'est pas envisageable, n'est pas raisonnable. Et sur la partie des énergies renouvelables, on a aussi sur l'éolien des parcs qui ont été mis en service au début des années 2000, qui commencent à devenir vieillissants, puisque la durée de vie d'un parc éolien, c'est 20 ou 30 ans. Donc, on a aussi des parcs à renouveler, ce qui justifie qu'en plus du développement d'énergie complémentaire, il faut aussi s'occuper de maintenir en vie nos actifs existants. Donc, tout ça nous pousse à avoir un projet, une stratégie très ambitieuse. Alors, au niveau d'Engie, comment est-ce que ça se traduit? Ça fait déjà un petit moment qu'on a de l'ambition autour des énergies renouvelables. Vous le voyez, depuis 2016, on produit on met à peu près en production 1 gigawattheure par an. Et puis, ça s'est accéléré puisqu'on a triplé cette capacité sur ces dernières années. Et notre ambition est de continuer à l'augmenter puisqu'on envisage 6 gigawattheures de mise en service à partir de 2026. Donc ça, c'est au niveau monde, sur les pays cibles sur lesquels on a les plus gros potentiels de croissance et de déploiement, c'est la France, les États-Unis, le Brésil et le Chili. Et cette croissance des énergies renouvelables concerne essentiellement le solaire et l'éolien, puisqu'on considère que nos capacités en hydro seront stables. Alors aujourd'hui, vous vous direz peut-être que je n'ai pas parlé de biométhane et d'hydrogène, qui sont aussi des énergies décarbonées. Alors, c'est sûr qu'on est plus sur du gaz et sur des niveaux de maturité différents, des usages différents. Sachez qu'elles sont au cœur de la stratégie d'Engie. Mais là, notre focus aujourd'hui, c'était vraiment la production d'électricité renouvelable dans notre mix énergétique en projection. Pour finir sur France renouvelable, qui sommes-nous? Et donc, en France, qu'est-ce que cette production d'Engie représente? Donc, on est un leader historique. On est le premier producteur en éolien, en photovoltaïque et le premier producteur alternatif hydro. Je mélange les mots. Et donc, tout ça nous permet aujourd'hui de délivrer une capacité de 7,9 gigawatts et avec une projection donc, en forte augmentation en 2026, puisque en 2026, on projette d'avoir 1 gigawatt de plus en éolien et pratiquement 2 gigawatts de plus en solaire. Et tout ça, on le fait grâce à nos 3 filiales qui sont Engie Green, qui est développeur et producteur d'éolien et de photovoltaïque. Et puis, grâce à la CHEM et la CNR qui travaillent sur les technologies hydroélectriques. Mais alors, toute cette croissance, bien évidemment, elle ne serait pas possible sans nos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est environ 2500 collaborateurs qui se mobilisent en France. Et je vais passer la parole à Bernard qui vous dira bien mieux que moi sur quel métier, avec quelles compétences et avec quelle énergie est-ce qu'il se mobilise pour pouvoir opérer et développer nos actifs. Bonjour à tous et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, derrière ces chiffres, ces croissances, ces courbes très intéressantes, il y a avant tout des hommes et des femmes dont le but est de faire en sorte que cette ambition très forte qu'a le groupe Engie, qu'on arrive à atteindre cette ambition très forte. Ce qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, c'est nos principaux métiers, les compétences que l'on cherche et les profils que l'on cherche. Nos métiers, ils sont résumés sur ce slide-là. Ils sont sur toute la chaîne de valeur,
Engie Green, Céline l'a cité, donc est une des filiales importantes du groupe Engie dans le domaine des ENR. On est 600 et on intervient sur toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Alors, on développe, bien sûr, on construit, on finance parce qu'on a besoin de financer nos actifs, on les exploite et on les maintient. Ça a été cité sur 20 ans, 30 ans, ça dépend. Et puis, on cherche à les faire durer, à les prolonger le plus possible. Et puis, bien sûr, on manage la gestion de l'énergie parce que la vente de l'énergie est de plus en plus difficile et complexe. Avant, on avait des schémas très simples avec EDF. Maintenant, nous vendons sur le marché la plupart de notre production. Et donc, on a besoin de nouveaux métiers. Donc, voilà les 5 principaux métiers. Je vais faire un petit zoom. Alors, évidemment, il y a les métiers support que vous connaissez, mais très classiques, juristes, ressources humaines, comptables, etc. Je vais vous faire un zoom sur 3 métiers, le développement, la construction et l'exploitation et la maintenance. Alors, quand on va un peu plus dans le détail, donc vous retrouvez les 3 rubriques que j'ai citées. J'ai rajouté ou j'ai complété avec le mot prospection et développement. La phase de prospection est plus en amont du développement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment des profils et des compétences. On recherche des compétences extrêmement multiples, variées et multiformes. Je dirais que quand on est en phase plutôt amont, voire très amont, prospection-développement, on est vraiment dans des métiers qui sont plutôt, je qualifierais, de sciences sociales, avec de la géographie, des géographes, des juristes, des sociologues, des économistes, qui vont nous aider à travailler avec les territoires pour faire en sorte que les territoires, puisque je rappelle que nous intervenons sur des territoires, acceptent et soient moteurs dans l'installation et dans la mise en place d'énergie renouvelable. Donc là, on est plutôt sur des sciences sociales, avec comme formation des masters en aménagement du territoire, des ingénieurs agronomes, Sciences Po, ingénieur géomatique, là c'est plutôt pour la cartographie. Donc vraiment des profils très intéressants qu'on ne pense pas de trouver dans des industries qui ont une image, dans des métiers qui ont une image industrielle, mais non, on trouve ces métiers-là chez nous en grand nombre. Et dans le développement, c'est à peu près les mêmes, avec une diversité qui est un petit peu plus grande. Donc vraiment, ça c'est le point 1, très fort des sciences sociales, chez nous, très importante. Après, quand on passe dans le domaine de la construction, ingénierie, exploitation, maintenance, là on retrouve les sciences de l'ingénieur plus classiques, que vous connaissez, avec des métiers de type chef de projet pour la construction d'ouvrages neufs, et puis bien sûr électricien, mécanicien, des gestionnaires de contrats, des exploitants d'ouvrages qui sont en charge notamment d'assurer la sécurité des actifs, des mainteneurs, puisqu'il faut maintenir nos machines et nos parcs photovoltaïques. Ces compétences que je vous cite là étant effectivement valables tant dans l'éolien que dans le photovoltaïque. Et puis, quelque chose qui vraiment prend beaucoup d'importance, c'est tout ce qui est l'analyse de la data chez nous, puisqu'on a très quotidiennement, on a plusieurs milliards de data qui arrivent tous les jours de nos parcs, qui sont tous évidemment télécommandables à distance. On a un nombre très important de données et on a des gens dont le métier est de les analyser, de travailler avec pour détecter les avaries, les sous-performances. Et donc, c'est vraiment une activité qui prend énormément d'ampleur chez nous et notamment les personnes qui ont fait le master dont on va vous parler après, chez nous, travaillent dans ce domaine-là. Du coup, les compétences, elles sont assez classiques. C'est les compétences d'électricité, mécanique, automatisme, acoustique, biodiversité. Alors là, on est un peu dans des sciences sociales, si l'on veut, puisqu'on a effectivement des contraintes réglementaires qui nous obligent à être tout à fait conformes en termes d'acoustique et de biodiversité. Les formations, vous les connaissez, c'est des formations ingénieurs, mais aussi master en électricité, électrotechnique, mécanique, automatisme.
Et encore une fois, je crois que ce qui est vraiment très important pour nous et un angle vraiment majeur de progrès, c'est l'analyse des data. On recrute beaucoup dans ce domaine-là. Toutes les filiales du groupe Engie dans le domaine des énergies renouvelables. Nous, on a 5 data scientists à temps complet chez nous qui sont en charge justement effectivement d'évaluer et de vérifier que les machines délivrent bien ce qu'elles doivent délivrer comme performance. Mais au-delà de ces compétences, moi je ne vous cache pas que je cherche avant tout des profils. Donc moi je suis en charge de l'exploitation et de la maintenance, mais c'est vrai pour tous mes collaborateurs, on cherche des profils. On cherche 2 types de profils. Et ça, c'est une opportunité vraiment très importante dans le domaine des énergies renouvelables. On cherche des profils de gestionnaires. Alors, il ne faut pas voir l'image négative. Et pourquoi on cherche ces profils-là? Parce que les ENR sont des industries jeunes. Et quand on est jeune et qu'on a une croissance très importante, on a besoin, à un moment donné, de consolider, de processer, de gérer, de quantifier, de mesurer, parce que ça va très vite et il faut évidemment à un moment normer. Je vous donne un exemple. Engie Green met en service tous les ans plus de 400 mégawatts, ce qui fait environ 60 turbines et environ 700 000 modules photovoltaïques. Donc on voit bien que si on ne norme pas ça, si on ne norme pas les process, si on n'écrit pas les procédures, si on ne quantifie pas, si on ne mesure pas, on n'y arrive pas. Donc, il y a un besoin de profil, et encore une fois, indépendamment de la formation, de gens qui ont cette appétence pour gérer, processer et consolider. Donc ça, c'est une étape qui est fondamentale pour nous et qui est absolument nécessaire. Mais parce qu'on est dans une industrie qui est jeune, en pleine de croissance, on a besoin de profils, non pas de gestionnaires, mais également de développeurs, de bâtisseurs. Ce sont des gens qui vont faire bouger les lignes, qui vont être en rupture, qui vont innover, qui vont chercher à casser les codes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui vont lutter contre les phrases du style ça ne marche pas, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, c'est pas notre métier. Nous, on veut pas de gens comme ça. On veut des gens qui osent, qui prennent des risques, qui innovent, qui vont se planter parce que c'est la vie, mais qui vont nous faire bouger et réfléchir. Bon, j'ai mis à droite une petite citation du philosophe latin Sénèque, mais vraiment, ayant en tête que vous avez une opportunité en intégrant les énergies renouvelables, c'est à la fois, si vous êtes d'un profil plus gestionnaire, plus consolidateur, vous avez votre place, et si vous avez un profil plus innovateur, être en rupture, faire bouger les lignes, remettre en cause ce qui est écrit, ce qui est fait, vous avez votre place également. Donc ça, c'est vraiment très riche. Et donc, vous avez vu qu'au-delà des compétences, qui sont finalement des compétences tant en sciences sociales qu'en sciences de l'ingénieur, on a vraiment besoin de profils très originaux. Et ça, c'est vraiment une richesse. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en termes à la fois de compétences, à la fois en termes de profil, parce que vraiment, on a des niveaux de recrutement très élevés et donc on a besoin de profils comme ceux que je viens de vous décrire. Une fois qu'on a dit ça, on voulait vous présenter avec Céline un autre axe de nos réflexions et de nos enjeux, c'est l'enjeu de la mixité. Alors, c'est un enjeu qui est très important alors pour le groupe, hein, bien sûr, parce que on va vous citer un certain nombre de chiffres. On constate quoi? On constate que finalement, la place des femmes dans la science, et puis après, vous voyez, ça va de gauche à droite, science dans l'énergie chez Engie, n'est évidemment pas à la hauteur de la répartition statistique de la population féminine en France. Et donc, on a vraiment un enjeu majeur de féminiser nos métiers, et notamment les métiers du domaine de l'énergie, et notamment chez Engie. Excusez-moi, chez Engie. Alors, en fait, il y a 2 enjeux. D'abord,
moi, je vous citais un exemple, c'est le mien. Je suis absolument pas bon du tout, puisque je dirige un service qui a environ 160 collaborateurs et j'ai 9 femmes. 9 sur 160 collaborateurs sont en CDI, donc on voit qu'on n'est pas du tout évidemment dans la répartition et dans l'ambition du groupe Engie. Donc c'est un enjeu majeur, et cet enjeu, le groupe Engie y travaille beaucoup, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, et en fait on travaille de 3 manières différentes. La première manière, c'est de travailler en amont avec les écoles, les collèges, les lycées, avec des réseaux, etc. Donc on cherche à travailler en amont pour avoir beaucoup plus de femmes qui s'intéressent aux métiers scientifiques. Et pourquoi j'ai que 9 femmes chez moi? Tout simplement parce que lorsque j'ouvre des postes, je n'ai pas de candidates. Deuxième manière de faire pour le groupe Engie, c'est l'ambition. On s'est fixé une ambition très forte, vous l'avez à droite, 50% de femmes managers d'ici 2030. On appelle ça 50-50. C'est très compliqué, vous voyez que moi je suis très loin. Je crois qu'à la BU c'est mieux, Céline, au sein du groupe, mais on reste loin de cet objectif-là, donc c'est très ambitieux. Donc une fois qu'on s'est fixé, qu'on a travaillé en amont, qu'on s'est fixé un objectif, il reste une troisième voie, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et au quotidien, on travaille un maximum la culture d'inclusion avec plein de petits leviers, c'est-à-dire qu'on célèbre les succès, on identifie des ambassadrices qui vont faire en sorte que le message soit bien porté, on communique, on favorise l'innovation et surtout, le principal levier pour aboutir à une féminisation importante de nos métiers, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement une position de manager, ça ne marche plus, mais c'est bien l'affaire de tous. Et donc, l'ambition que l'on a, c'est que chacun d'entre nous, au sein du groupe Engie, soit moteur dans cette féminisation qui est impérative et nécessaire. Donc, vous l'avez compris, des objectifs très ambitieux, qui s'appuie donc sur un travail en amont pour avoir des femmes qui candidatent à nos emplois, et puis des activités au quotidien avec des relais, des ambassadrices, de l'innovation, de la communication, parce que c'est strictement nécessaire qu'on arrive à ces chiffres-là d'ici 2030. 2030, c'est bientôt, et c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, en synthèse, des métiers très variés, très originaux, des profils là aussi multiformes, multicasquettes, qui doivent nous aider à atteindre notre ambition qui est assez phénoménale, et puis une volonté de féminiser nos métiers très forte, avec un objectif qui est ambitieux et une mobilisation vraiment de toute l'entreprise. C'est vraiment, je conclurai là-dessus sur la féminisation, ce n'est pas le problème des managers, c'est le problème de l'entreprise et de toute l'entreprise. Je voulais juste, Bernard, ajouter deux petits messages peut-être un peu plus optimistes, parce que comme tu le dis, le sujet est d'importance, la tâche est ardue. Dans les chiffres que vous voyez, on voit que on constate que dans le secteur des énergies renouvelables, il y a plus de femmes que dans le secteur de l'énergie en général. En tout cas, ça attire plus que les énergies fossiles. Et en fait, c'est l'IRENA qui s'est posé cette question-là, qui a essayé d'en savoir un peu plus. Et on constate aujourd'hui que les compétences dont Bernard vous a parlé, qui sont vraiment multiples et variées, qui font appel à cet ancrage territorial, à ce développement local, attirent plus de femmes. En fait, les femmes ont de l'appétence pour ces métiers-là, et c'est pour ça qu'elles se dirigent vers là. On constate aussi qu'elles sont plus représentées dans les associations qui combattent le réchauffement climatique et qui s'engagent pour la planète. Et donc, c'est un message, en tout cas, qu'on trouve très positif et très encourageant pour nous, à savoir que nos métiers qui sont passionnants et pour lesquels nous sommes passionnés, vous avez entendu Bernard, mais du coup, intéressent aussi et en tout cas permettent de vivre aussi cet engagement au travers de son activité professionnelle, qui est quelque chose d'important. Voilà. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que le 50% de l'engagement d'Engie au travers de notre programme 50-50, 50% de femmes managers d'ici à 2030,
On n'y est pas encore. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a sont encourageants. On a 30% de femmes dans notre top management, on a 25% de femmes cadres. Donc, on ne s'en satisfait pas, mais en tout cas, on est déjà fiers d'avoir réussi à faire ça. Et ce sont des indicateurs extra-financiers, donc sur lesquels on s'engage et dont on rend compte publiquement, parce que sur ce chemin de longue haleine, de changement de culture et d'affaires de tous, il faut être patient aussi et il faut pouvoir mesurer nos efforts. Et voilà, et l'encourager, les soutenir par des actions variées. Et donc, nos actions et notre travail, le travail qu'on fait ensemble avec l'École des Ponts, participent justement à l'atteinte de ces objectifs ambitieux. Merci beaucoup, Céline et Bernard. J'en profite en effet pour accentuer ou pour confirmer qu'il est vrai que cette collaboration et ces ambitions, les ambitions d'Engie sont très proches de celles de l'École des Ponts ParisTech, puisque on est bien évidemment au niveau de la formation des métiers du développement de la ville et on se positionne sur les transitions, que ça soit les transitions énergétiques, les transitions climatiques et les transitions on dit également tout ce qui est digitalisation, etc., mais aussi les transitions humaines et sociales. Et on se pose et on fait face aux mêmes challenges que Louis-François va pouvoir peut-être nous expliquer un peu plus, que ce soit en développement des formations sur ces métiers, mais également en essayant de toucher ces différents publics, que ça soit professionnel ou sur la formation initiale, qui est important, dont les femmes, puisqu'on a besoin aussi d'avancer sur ces transitions. Donc Louis-François Duré, qui est le directeur du master spécialisé Management of Energy Project, je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Merci Karen et merci Céline et Bernard pour vos présentations très riches et qui vont me faciliter la tâche en fait. Je voudrais simplement commencer par rappeler pour nos auditeurs que je salue que l'énergie est un secteur qui est en pleine transition, tout le monde le sait, qui a des besoins immenses au niveau mondial et qui fait face, comme cela a déjà été souligné, à des projets extrêmement riches, mais qu'il faut mener efficacement. Pourquoi ? Parce qu'on parle de 2000 à 2500 milliards de dollars investis chaque année dans les projets énergétiques au niveau mondial. Et vous imaginez bien qu'à ce niveau de dépenses, il faut être efficace, il faut imaginer les bons projets, il faut les réaliser de façon optimale, les exploiter ensuite et prévoir leur fin de vie, bien sûr. Et pour cela, je crois important, et je rebondis sur ce qu'a dit Bernard, d'avoir des compétences et des profils très attentifs à la vision globale et à l'optimisation globale des projets, ce que j'appellerais, ce que tous les experts appellent, un management systémique des projets. C'est extrêmement important et c'est l'axe central, la colonne vertébrale, on peut le dire, de cette formation que l'École des Ponts a ouvert il y a quelques années et que vous ne retrouverez pas dans beaucoup d'écoles ou d'universités à travers le monde. Nous sommes très très peu nombreux à avoir utilisé, disons, l'approche systémique comme brique de base, clé de voûte de notre formation. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'énergie est devenue très compliquée. Je crois que ça a déjà été souligné par Céline et Bernard. Autrefois, entre guillemets, il suffisait d'avoir une technologie, un tarif régulé et le projet coulait de source. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Il faut imaginer des projets qui ne tombent pas du ciel tout seuls et pré-cuits comme autrefois. Ça veut dire qu'il faut connaître les territoires, il faut connaître la sociologie, c'est extrêmement important, il faut connaître les attentes des parties prenantes, il faut imaginer les technologies les plus adaptées pour satisfaire les besoins locaux ou globaux quand il s'agit d'énergie plus globale, on va dire. Mais pour faire tout cela, il faut écouter, il faut casser les silos, casser les codes. Cela a été dit et ça n'est pas donné à tout le monde. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Voilà. Et c'est la façon dont on va susciter l'intérêt de nos élèves apprenants pour ces projets,
c'est justement d'encourager cette vision globale et ce questionnement permanent. Alors, un mot peut-être sur nos élèves. Nous avons environ 20 à 30 élèves chaque année qui viennent du monde entier, puisque l'énergie, c'est global, c'est mondial, et même si les transitions peuvent présenter des nuances d'une zone géographique à l'autre, d'un pays à l'autre, tout le monde est confronté au même problème, il faut décarboner très vite, massivement et efficacement. De ce fait, notre formation est en anglais, bien entendu, et nos 24 élèves de la promotion actuelle vont suivre un cursus qui va comporter un bloc qui touche à l'économie de l'énergie, à l'engagement des parties prenantes locales, c'est effectivement très important, à l'évolution de la demande, à la géopolitique de l'énergie et à la conception de nouveaux business models. Encore une fois, rien n'est acquis et tout évolue en permanence. Avec ces différentes briques, les élèves doivent être capables d'imaginer des projets qui correspondent aux besoins d'un territoire, d'un groupe de population, d'industriels, dans un environnement sociologique donné. Une fois qu'on a une idée préliminaire de ce que pourrait être le projet, il faut bien sûr imaginer quelles sont les meilleures technologies à utiliser et à mettre en œuvre, sachant que l'énergie est un domaine du temps très long et qu'il faut donc anticiper également les évolutions de ces technologies ou l'apparition de nouvelles technologies qui peuvent soit rendre le projet plus robuste, soit au contraire le fragiliser. Donc là, vous avez une deuxième dimension de la formation qui s'ouvre, qui est d'avoir une vision aussi large que possible sur les technologies, leurs évolutions, leurs avantages et inconvénients. Il faut bien entendu être capable d'évaluer l'intérêt économique des projets, d'en renforcer la résilience à des chocs externes, et les chocs ne manquent pas par les temps qui courent, vous le constatez tous. Inscrire ces projets dans des réglementations existantes ou susceptibles d'apparaître, c'est également très important, les financer et les rendre résilients aux risques classiques dans le financement de projets, risque de taux, risque de change, etc. Et puis une fois qu'on a une idée encore plus précise du projet, il faut bien sûr le réaliser. Négocier avec des fournisseurs, négocier avec des États, manager des équipes, et là on rejoint une des dimensions très importantes aujourd'hui, il faut manager des équipes multiculturelles parce qu'aucun de nos projets ne fera plus appel à une nationalité dans un territoire donné. Donc trouver des profils, des compétences qui soient aptes à gérer ces projets dans une dimension multiculturelle et une dimension du temps long. Favoriser l'intelligence collective, avoir une vision globale à nouveau des projets, des équipes, casser les silos, casser les codes, cela a été dit, c'est très important. Exploiter les projets, une fois qu'ils sont construits, prévoir leur fin de vie, le recyclage des panneaux photovoltaïques est quelque chose qui est très nouveau, mais qui est absolument impératif, de même que le recyclage des éoliennes, des pales en particulier. C'est un sujet sur lequel nos élèves travaillent parce que ça fait partie également des conditions d'acceptation de ces projets. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce sujet, il faut souligner que l'acceptabilité des projets renouvelables est certes plus facile que l'acceptabilité des projets fossiles aujourd'hui, mais elle n'est pas non plus sans risque. Un certain nombre de projets renouvelables en France ou ailleurs connaissent des difficultés, il faut les anticiper au maximum et là aussi développer des compétences très importantes en matière d'écoute des populations et d'engagement des parties prenantes dans les projets. Un élément très particulier de la formation, c'est que nous allons faire travailler les élèves sur un vrai projet que nous reconstruisons chaque année et c'est une étude de cas qui dure très longtemps, puisque nous la commençons en novembre et elle se termine fin mars, et elle permettra aux élèves de suivre toutes les étapes de la vie d'un projet, de sa conception initiale à sa fin de vie. Ça, c'est extrêmement important. Alors, un mot sur nos élèves, très rapidement, nos 24 élèves de la promotion actuelle viennent de 8 à 9 pays.
Ils parlent anglais, l'anglais des projets, qui n'est pas forcément un anglais pure British, mais ils doivent se comprendre et surtout comprendre leurs différences, parce que les mots n'ont pas le même sens, même quand ils sont en anglais dans les différents pays et dans les différentes cultures. Donc ils apprennent beaucoup à travailler ensemble, en petits groupes. Nous reconfigurons les petits groupes en permanence. Ça favorise énormément l'intelligence collective et l'apprentissage de ces différences culturelles qui est absolument clé. Nos élèves, pour un quart d'entre eux, sont des jeunes ingénieurs ou écoles de commerce ou Sciences Po. Et nous sommes très satisfaits de cette diversité de recrutement. Et pour les 3/4 ou 2/3 d'autres, ce sont des profils voisins, mais avec 7 à 10 ans d'expérience professionnelle dans l'énergie, toutes sortes d'énergie, ou dans la construction, qui est évidemment un domaine tout à fait clé dans la réalisation des projets. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, avant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Louis-François. Je crois que Céline voulait… Oui, Céline, est-ce que vous voilà. Oui, tout à fait. On te laisse. Vous m'entendez? Je ne sais pas, j'ai un problème d'écran tout d'un coup. Non, je voulais juste confirmer par rapport à… Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien. Allez. On vous voit et on vous entend. Hein. On a plusieurs questions. Céline va revenir. Le temps qu'elle revienne, peut-être. On a une question pour Bernard. Oui. La revoilà. Pardon, oui, je suis désolée, j'ai eu un problème technique, j'ai été déconnectée. Là, je voulais juste rajouter un petit mot en disant qu'effectivement, ce parcours de formation était très riche pour nous parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'équivalents, en tout cas, qui approchent cette diversité de métiers, de postures, et donc c'était important. Donc c'est vrai qu'on a, c'est pour nous un bon vivier à la fois de stagiaires et d'embauche. Hein, ça nous arrive, notamment, on a un élève de votre master qui a intégré, alors on a un graduate programme au sein d'Engie, parce que bon là on est France Renouvelable, mais les renouvelables, vous l'avez vu dans la stratégie d'Engie, c'est dans le monde entier. Et donc on a un programme qui permet à de jeunes embauchés de pouvoir suivre un parcours au sein de plusieurs entités à l'international et en France autour du renouvelable, donc une formation terrain accélérée, bénéfique pour tous. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter par rapport à cette présentation de master. Merci beaucoup Céline. Je dois ajouter aussi que nous avons beaucoup d'intervenants qui viennent du groupe Engie, donc qui enseignent à l'école des ponts ou dans cette formation sur des sujets extrêmement importants. Et enfin, un point que je partage avec tout le monde, et je n'ai pas abordé ce point parce que peut-être on en parlera après, mais autant le dire tout de suite, nous avons beaucoup de mal effectivement à recruter des femmes parce que déjà dans l'énergie, il n'y en a pas beaucoup. Quand nous recrutons des gens qui ont de l'expérience professionnelle, ils ont 7 à 10 ans, ils ont d'expérience professionnelle, donc ils sont sortis d'école il y a déjà un moment, il y a peu de femmes. C'est vrai que les jeunes femmes sont plus attirées par les énergies renouvelables. Ça favorisera la dynamique d'émergence de cette population, mais aujourd'hui, nous avons un taux de recrutement de femmes qui est encore insuffisant. Je dirais que dans la dernière promotion, nous n'en avons que 4. Voilà, ce qui est très dommage. D'où nos ambitions communes, exactement. Donc, écoutez, merci à tous les trois. Je vais vous poser quelques questions, relayer les questions de l'audience pour ensuite pouvoir revenir sur certaines thématiques. Donc, la première question pour Bernard, je pense plus particulièrement, Céline également, mais combien d'années d'expérience en général avant de rejoindre Engie pour un des métiers que vous avez mentionnés? Oui, alors je m'interroge, est-ce que c'est mes cheveux blancs qui font poser cette question-là, mais plus sérieusement, en fait, on embauche beaucoup de jeunes embauchés, fraîchement sortis d'école. Parce qu'on l'a dit, c'est riche. Ce sont des gens qui assez souvent aiment bien casser les codes et faire bouger les lignes. Donc on embauche beaucoup de jeunes à
sans expérience, quels que soient les niveaux de formation, mais notamment dans les formations Bac plus 5, c'est assez fréquent, notamment dans mon département. On a tous les ans des recrutements de jeunes collaborateurs Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5. Donc, il n'y a pas besoin d'années d'expérience. Évidemment, après, il y a des profils un tout petit peu différents. On cherche à équilibrer dans les équipes les gens d'expérience et un peu moins d'expérience. Mais l'idée, c'est bien effectivement de pouvoir embaucher des jeunes dès la sortie d'école. Et pour répondre à la question 2, mais Céline a déjà un petit peu dévoilé, effectivement, c'est des profils qui nous intéressent. Et on a plusieurs d'étudiants qui sont chez nous et qui travaillent. Alors après, la nature du contrat, elle reste à définir, mais on sent que le groupe ANJ a une appétence pour ce type de formation-là. C'est très clair. Merci beaucoup. Donc vous êtes les bienvenus. Donc les bienvenus en passant par le master spécialisé Management of Energy Project et bien évidemment en direct pour les métiers, pour tous les métiers dont Bernard nous a parlé tout à l'heure. Et on a une question sur, alors ça c'est plus pour Louis-François, sur la complémentarité entre le master, donc le DNM, ER, Transition énergétique et territoire, et le MS, master spécialisé, donc Management of Energy Project. Oui, alors là, on a affaire à des gens qui connaissent extrêmement bien la richesse du programme de l'École des Ponts. Merci à eux. Le master Transition énergétique et territoire est une formation qui est plutôt suivie par des jeunes diplômé en poursuite d'études. Il est en français, il couvre un certain nombre de sujets communs avec le master spécialisé Management of Energy Project, mais la finalité de la formation n'est pas tout à fait la même. En master spécialisé, nous répondons aux besoins des entreprises et nous formons des gens qui vont travailler ensuite très directement sur les projets. C'est pas exactement la même approche d'un master DNM comme Karen l'a rappelé. Merci beaucoup Louis-François. Oui. Oui, juste je me permets d'intervenir sur la question du dessus sur le TOEIC et le TOEFL. Alors c'est pas la question, c'est plutôt à Louis-François, mais de manière générale quand même, nous embauchons beaucoup de jeunes et je le dis un peu abruptement, mais je trouve que le niveau d'anglais est d'une faiblesse quand même incroyable, je le dis un peu abruptement. Or, nous, dans nos métiers, les mainteneurs sont très souvent des sociétés mondiales, donc ce sont parfois des mainteneurs de pays étrangers qui viennent en France. Les contrats sont en anglais, les juristes aiment bien parler anglais. Donc, au-delà du niveau de TOEIC et de TOEFL, qui est une note, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait des hommes et des femmes qui soient très à l'aise dans la langue anglaise. Alors, on peut évidemment suivre des cours, mais voilà, c'est vraiment très important pour nous, une bonne maîtrise de la langue anglaise. Et je dois le dire un peu abruptement que c'est quand même pas ce qu'on constate de manière générale. Je ne parle pas bien sûr de la formation là, de nos jeunes étudiants qui sortent. Les niveaux restent quand même assez faibles. Donc je peux que vous encourager à évidemment investir beaucoup dans la langue anglaise. On a vraiment besoin de ça dans nos métiers. Vraiment, vraiment besoin de ça. Effectivement, moi je rebondis tout à fait. Bernard a parfaitement raison, c'est parfois insuffisant. Alors nous faisons nos interviews d'admission en anglais pour vérifier qu'effectivement les candidats seront capables d'abord, dans leur propre intérêt, de tirer tout le bénéfice de la formation et seront capables d'interagir avec les autres, puisque une part importante de ce qu'ils vont apprendre résultera des interactions avec leurs pairs. Et c'est très important. Et au-delà de la langue, il faut aussi comprendre les autres cultures. Pour avoir moi-même dirigé des projets renouvelables et autres, éoliens en mer par exemple, avec des Allemands, des Danois, des Anglais, je sais que les mêmes mots ne sont pas compris de la même façon dans ces différentes cultures. Quand vous dites quelque chose en anglais à un Allemand, il ne le comprendra pas du tout de la même façon que si vous dites la même chose à un Anglais. Donc il faut aller même un peu au-delà de la langue, c'est tout à fait important. Ça fait partie de nos critères de recrutement, absolument.
Et vous parliez, je voudrais rebondir sur, vous avez insisté tous les deux sur le besoin de casser les normes, de bouger les lignes, de prendre des risques dans ces nouveaux métiers ou sur ces nouveaux métiers. Et comment du coup vous ressentez la nouvelle génération, j'allais dire, ou les recrutements et les profils actuels par rapport à... C'est quand même, je pense, des compétences et des profils nouveaux qui étaient pour nous très entrepreneurs, start-up et peut-être pas encore demandés par des grands groupes. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez par rapport à ces profils? Je ne sais pas si Bernard m'autorisera à répondre en premier, mais je vais le faire quand même parce que c'est un constat qui m'a beaucoup intéressé. On a vu que finalement, les élèves qui réussissent, disons qui sont parmi les meilleurs, pas ceux qui réussissent le mieux, mais qui sont parmi les meilleurs, sont des jeunes sortis d'études et souvent de profil Sciences Po, je dirais, plus qu'école de commerce ou école d'ingénieur, même si on a bien sûr de très bons éléments qui viennent de ces maisons prestigieuses, probablement parce qu'ils sont plus capables que les autres de faire bouger les lignes, de poser les bonnes questions et de dialoguer avec leurs pairs ou avec les différentes parties prenantes. Parce que ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Les projets ne réussissent pas s'ils n'ont pas été l'objet d'un dialogue extrêmement respectueux et professionnel avec les parties prenantes. Oui, je confirme, hein, la réussite est collective. Vraiment, la réussite est collective. Hein. C'est des projets compliqués, plus qui s'étalent sur... Enfin, je vous donne juste un ordre de grandeur, mais un projet éolien en France, maintenant, c'est 7 ans, 8 ans. Donc, c'est-à-dire que pour sortir le projet, donc alors, il y a plus court, hein, mais malheureusement, c'est souvent ces durées-là. Donc, ça veut dire que vous devez être capable, comme ça vient d'être dit, de vous transmettre des dossiers, de discuter avec les territoires, de discuter avec les élus, de discuter avec les maires, etc. Donc c'est un vrai travail d'appropriation collective et donc cette intelligence-là, elle est vraiment nécessaire. Et c'est vrai que des profils comme Sciences Po, je pense qu'on a des gens peut-être un petit peu plus ouverts, le mot n'est peut-être pas le bon, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, peut-être plus attentif aux autres. Il faut être très attentif aux autres. Et il faut être surtout extrêmement humble parce que la réussite est collective. Il faut être humble. Et l'humilité, bon, dans les très grandes écoles, c'est peut-être pas ce qu'il y a de valeur comme la mieux mise en avant. L'humilité, c'est fondamental dans nos métiers. Quand vous voulez convaincre un élu, on n'est pas en classe, on n'est pas en train de résoudre un problème de mathématiques, on est en train de faire partager des convictions à un homme ou une femme. Et cette humilité-là, il la sent. Et donc, c'est vraiment des profils très particuliers dont on a besoin, mais qui sont fondamentaux. Et c'est vrai que parfois, Sciences Po, ça aide. Alors, on va être optimiste. Hein. Ce que j'ai constaté aussi, si vous voulez, c'est que quand on fait travailler les gens en équipe, ce qui est notre façon de faire, ce savoir-faire diffuse quand même. Hein, parce que, et donc, ça, c'est très riche. Et puis, comme Bernard l'a souligné, les projets font appel à plein de compétences et de profils divers, et c'est important de faire travailler ces gens ensemble. Le fait d'avoir été formés de cette façon les prédispose à cela. Et c'est un point extrêmement important. Merci beaucoup. On a une question pour Bernard, mais également, je pense que pour vous trois, sur le nombre d'alternants ou de stagiaires qui viennent du MS Management of Energy Project et qui sont au sein d'Engie, et plus particulièrement, ça peut être Engie Renouvelable ou Engie Green. Alors, je crois qu'on en a 3. On en a 3, alors 2 en ce moment, un 3e qui est parti. Voilà, c'est une population que l'on recrute vraiment avec beaucoup d'intérêt. Alors effectivement, on est plutôt en alternance. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de passer en CDD avec on espère tous une embauche dans la foulée. Il y a des alternants qui arrivent. Voilà, c'est vraiment un profil, je dirais 2-3, notamment dans le domaine du data scientist, hein, puisque c'est un domaine qu'on investigue.
Et je pense à Tim chez nous, hein, qui fait du data scientist et qui a obtenu des résultats excellents. Il nous a aidé dans un dossier très compliqué. Bon voilà, donc mais peut-être Céline, tu peux compléter, mais voilà, c'est juste rajouter qu'on aime bien. Je vais juste rajouter, pardon, qu'on en a tous les ans en fait depuis la création du master. Hein, et alors principalement au sein de France Renouvelable, mais on envisage aussi, la direction des grands projets du groupe est intéressée aussi par ces profils. Donc c'est une formation qui est connue, reconnue et qui nous intéresse beaucoup depuis le début. Alors j'ajoute que nous avons des anciens qui sont dans la partie hydrogène également, qui va se développer énormément puisque c'est un vecteur énergétique intéressant. Si on le couple par exemple avec des renouvelables intermittents, voire avec du nucléaire. Voilà. Donc, on répond à tous vos besoins. Donc, je vois que j'ai titillé un peu la personne qui pose la question en anglais. Je la remercie. En fait, non, qu'on soit bien clair, hein, on recrute absolument tous les profils, vous l'avez bien compris. Et donc, en fonction du poste, de l'opportunité, ça peut être des jeunes embauchés, et je le dis, c'est important pour nous, mais aussi des gens avec 3, 4, 5, 10 ans d'expérience, notamment dans le domaine de la maintenance, où très clairement, au sein du groupe Engie, on a du mal à recruter. Et donc, on a vraiment des recrutements assez importants et massifs dans le domaine là, on est plutôt dans le domaine des sciences de l'ingénieur mécanique et électromécanique et électrotechnique. Aujourd'hui, je cherche un automaticien de haut vol que je ne trouve pas. Donc, non, il n'y a pas de spécificité, c'est pas que des jeunes embauchés, que des gens d'expérience, on l'a dit, hein, c'est bien un mixte, hein, ça a été répété à plusieurs reprises, c'est bien un mixte de tous les profils qui va faire qu'on réussit. Et donc, ce que dit Louis-François, je le partage, hein, vraiment absolument, c'est bien le mixte de tout ça qui va faire qu'on va être en capacité d'atteindre nos ambitions qui sont assez phénoménales. Donc, vous avez la totalité de vos chances, pas parce que vous avez un peu d'expérience ou beaucoup, c'est vrai que voilà. Donc, tous nos postes sont ouverts. Venez. Céline voulait ajouter quelque chose. Non, je voulais juste rajouter que dans le cadre des stages, par exemple, on peut aussi offrir des stages. Il n'y a pas que pour les étudiants fraîchement sortis de l'école ou à l'école. Hein, on a au fur et à mesure des cursus, en tout cas tous les cursus nous intéressent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la palette des métiers qu'on propose est énorme. Les besoins sont importants à la hauteur de nos ambitions et que donc de toute façon, les profils nous intéressent, quel que soit leur parcours. Et donc, il faut tenter sa chance. Ouais, je donne juste un petit exemple. En France, Céline a cité des chiffres hein, pour le Engie dans le monde, en France, etc. Chez Engie Green, notre objectif, on est à 3,5 gigawatts en France et on envisage dans les 4-5 ans qui viennent à passer à 6,5, donc 3000 mégawatts de plus. On double, enfin, on double pas, mais presque. Donc vous voyez que l'ambition est là, y compris en France, et donc ça passe forcément par des recrutements importants. Merci beaucoup. Et du coup, c'est aussi, je crois, pour nos deux entités, pour nos deux, voilà, entre Engie Renouvelable, et puis l'école des ponts ParisTech et le master spécialisé Management of Energy Projects, c'est aussi une belle opportunité et de continuer à travailler et potentiellement, on espère de pouvoir aller jusqu'à un partenariat d'ici quelques semaines si tout se passe bien, mais surtout de contribuer en commun, collectivement, sur ces métiers des transitions énergétiques et des transitions plus généralement. Et de former et de trouver justement ces profils complémentaires avec, je vais dire, les compétences métiers nécessaires. Alors, avant de clôturer, est-ce que, alors nous, il n'y a plus de questions de l'audience, mais est-ce que vous voulez peut-être un petit mot de la fin, Bernard, Céline et Louis-François? Moi, je voulais vous remercier pour votre invitation parce que c'est des sujets passionnants, des métiers passionnants, une belle opportunité
de poursuivre à nouveau un bout de chemin ensemble. Donc, merci à vous et j'espère que ça a intéressé et que ça a suscité des vocations surtout. Merci beaucoup. Oui, merci à vous de votre écoute et puis on vous attend. On ne peut pas dire mieux. Merci. Également, c'était un plaisir de partager cette heure et de les préparer également, puisque ça fait quelques semaines qu'on travaille et qu'on discute pour monter ensemble ce webinaire. C'est un plaisir d'avoir une audience et de savoir également que les replays intéresseront beaucoup de gens, et puis de se dire que finalement, on fait partie de l'innovation des métiers de demain, et de contribuer et de construire ensemble ce dont j'allais dire ce dont l'économie, ce dont le marché a besoin pour changer. Donc voilà, un grand merci à Engie, à vous deux, et à Louis-François aussi, puisque c'est lui qui est venu et qui a monté cette formation il y a 3 ans, de nous emmener avec vous sur ces nouveaux challenges. Donc un grand merci et au plaisir de vous retrouver, et puis aussi de retrouver les candidats, les anciens et l'audience sur un prochain webinaire, mais également parmi l'entreprise, parmi Engie ou le master spécialisé. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et très bonne journée. Au revoir.